Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, retour rapide sur la Formule 1 pour confirmer un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière avec les Ferrari et les Mercedes. Ensuite, petite présentation des quarts de finale de Coupe d'Europe de rugby. Voilà, qui vont avoir lieu ce week-end. Mais surtout, je voulais porter votre attention sur l'évolution justement des cotes les jours avant le début d'une rencontre ou d'un événement sportif. Et vous allez voir que cela va changer votre vision des paris. Donc, je vais vous expliquer un petit peu aussi tout ça. Et dans l'instant technique, on aura le coaching de Nathan. On reviendra sur ce qu'il avait plus ou moins donné la semaine dernière, parce qu'il avait dit, bon, voilà, pas forcément de suivre. Et il vous donnera aussi son prono sur la Ligue 1 du week-end, donc là, qui comptera pour le bilan. Moi, je vous dirai aussi ce que je vois sur un match que j'ai repéré. J'ai analysé tout ça un petit peu hier soir. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la Formule 1. Allez, on revient sur la Formule 1 et donc le premier Grand Prix de l'année qui a eu lieu la semaine dernière, le week-end dernier plus précisément en Australie. Alors, domination de la flèche d'argent d'Hamilton de la Mercedes lors des qualifs. Voilà, il a pris la première place sur la grille. Et par contre, victoire de Sébastien Vettel avec la Ferrari pendant la course. Alors bon, est-ce que la Ferrari est meilleure que la Mercedes? C'est compliqué là à dire. Personnellement, je pense que non. Pour moi, Hamilton serait resté devant, mais son écurie l'a fait sortir un petit peu tôt et donc il s'est retrouvé dans le trafic. Il a perdu des secondes importantes. Et pour moi, c'est aussi beaucoup pour ça qu'il a fini second. Donc, on verra au prochain Grand Prix. Je vous avais dit, moi j'avais des vues sur Hamilton ou Vettel, champion pour la saison de 2017. Pardon. Alors, les cotes de Vettel ont évolué. Il était à 4,50, il est passé à 2,5. Et celle d'Hamilton ont monté un petit peu. Maintenant, il est autour de 2,1. Et je persiste et je signe à dire que cela se jouera entre ces deux prétendants, Vettel et Hamilton. Donc, la Mercedes est meilleure en qualif. Les Ferrari sont meilleures en course, mais je pense qu'elles sont encore un petit cran en dessous des Mercedes. On verra pour confirmer tout ça au prochain Grand Prix qui a lieu maintenant dans une semaine, et je crois que c'est en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on passe au rugby. Pourquoi le rugby? Parce que ce sont les quarts de finale de la Champions Cup qui vont avoir lieu ce week-end. Je rappelle que la finale a lieu à Édimbourg, voilà, en Écosse, le 13 mai, et les demi-finales le week-end du 21, 22, 23 avril. Donc, qu'avons-nous au menu? On a un Clermont-Toulon, voilà, un quart de finale franco-français. On a un Leinster contre les Wasps, on a un Saracens contre les Glasgow et Warriors, et on a les Munster contre le Stade Toulousain. Donc voilà les 4 quarts de finale. Alors c'est important quand même la répartition du tableau, parce que le vainqueur de Clermont-Toulon rencontrera le vainqueur de Leinster Wasp, et le vainqueur de Saracens Glasgow rencontrera le vainqueur de Munster Toulouse. Et il y a une petite donnée aussi à prendre en compte, c'est qui va recevoir après lors des demi-finales. Alors généralement c'est pas dans le stade de l'équipe en fait qui était la mieux placée lors des phases de poule, parce qu'il y avait un classement forcément lors des phases de poule de 1 à 8 pour classer les premiers. Pardon. Et donc si par exemple ce que j'imagine Clermont gagne, de toute façon, Clermont aura, quoi qu'il arrive, l'avantage du pays. C'est pas du terrain, c'est du pays. Voilà. Et dans les autres, de l'autre côté en fait du tableau, moi je vois bien aussi Saracens gagner contre Glasgow, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'auront pas en fait normalement l'avantage du pays. Donc il y a de fortes chances qu'ils se déplacent en Irlande, au Munster, qui pour moi je les vois battre Toulouse. Donc vite fait, si je devais prendre quelque chose, un pronostic, je prendrais peut-être un combiné qui me semble assez safe, Saracens-Clermont. Bon, Morad Boudjelal a dit que Toulon allait venir en gros en basket. Voilà, ce sont des déclarations toujours du président de Toulon à prendre avec des pincettes. Voilà, ça c'est sûr. Mais pour moi, Clermont est favori, hein, au vu aujourd'hui
de ce que peut donner les deux équipes, même si Toulon va récupérer pas mal de joueurs comme Alf Penny et consorts. Voilà, mais pour moi, Clermont reste quand même au-dessus. Et Saracens aussi, pour moi, il sera meilleur que Glasgow. Alors Saracens, ils ont eu beaucoup de mal en première chip lors du tour de destination, parce que je crois qu'ils ont enchaîné 3 défaites. Là, ils ont récupéré tout le monde, les Itoge, les Farrell, enfin voilà, une bonne partie de l'équipe d'Angleterre. Et ils ont mis, si on peut appeler ça, une branlée le week-end dernier à Bath. Je crois qu'il y a eu plus de 40 points d'écart. Donc ça y est, ils sont partis, la machine est en route. Et pour moi, je les vois aussi battre Glasgow. Donc pour moi, ces deux équipes en combiné, ça vous fait, je crois, une cote autour de 1,46. Alors elle a baissé, hein, c'était 1,50, 1,55 il y a encore 2-3 jours. Et puis je vois aussi Munster passer contre Toulouse. Voilà, le Stade Toulousain, ça, c'est très compliqué cette année. Après, au niveau de l'autre, Leinster Wasp, là, j'ai du mal à lire ce match-là, donc je m'abstiendrai, pardon. Et puis si j'avais aussi peut-être un petit PMT, un petit pari moyen terme à prendre, je pense que je jetterais mon dévolu sur Saracens et Clermont. Saracens, c'est autour de 3,25. Clermont, autour de 3,75. Donc ça vous fait, voilà, en répartissant bien votre mise, ça vous fait un joli retour sur investissement comme ça alors attendez, je vous ai dit quoi? C'était au mois de mai, donc on est avril, mai, à peu près en mi-mai, donc en 6 semaines. Ça peut faire un retour sur investissement assez intéressant. Alors voilà, il y a toujours un mais, j'ai un petit doute sur Clermont. Ils ont toujours du mal dans les phases finales à aller loin et à gagner la compétition. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné encore. Et les Saracens, si là ils passent les quarts de finale, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, ils vont jouer à l'extérieur. Il y a de fortes chances qu'ils aient joué à Munster et c'est toujours compliqué. Même si je vois l'effectif de Saracens meilleur que celui de Munster, on sait ce que la Red Army peut faire là-bas chez eux en Irlande. Donc bon. Mais pour moi, ce serait les deux paris, à prendre. Donc voilà pour un petit peu le petit point Formule 1 et rugby. Et je vais passer maintenant à un sujet que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi les cotes évoluent durant les jours d'avant-match. Alors pourquoi je vous parle de ça? En fait, on m'a fait, et ça vient du fait qu'on m'ait fait la réflexion, que parfois je donne des cotes lors de l'émission radio, voilà, comme je vous ai donné là, et qu'elles ont baissé si on regarde 1 heure avant le match, par exemple. Alors, je vais vous dire, heureusement pour moi que cela se passe comme ça. Ça veut dire que j'avais bien analysé et donc que j'avais pris une value et anticipé un petit peu le marché. Voilà. Un exemple, la semaine dernière, je vous avais donné, c'était le match Monténégro-Pologne. Pologne, Andronobet à 1,35. Voilà. Donc 3 jours avant le match. Et le jour du match, là, je suis allé vérifier les cotes. C'était descendu autour de 1,27. Voilà, en moyenne. Donc cela fait quand même 0,07 points d'écart, ce qui peut paraître peu, hein, mais en vérité c'est beaucoup en probabilité, presque 5% de value de mon côté en plus. Donc si vous faites cela sur le long terme, vous êtes certain de gagner de l'argent. Et quand j'étais coteur chez France Paris Sportif, on travaillait avec Bedradar, ça je crois que je vous l'avais déjà dit, et on ouvrait rarement nos paris avec des cotes parfaites, ce qui permettait aux meilleurs parieurs d'avoir de bonnes opportunités. Et ça arrivait, je peux vous dire, parce que quand je vérifiais un petit peu les historiques de prise de cote, on voyait que certains attendaient qu'on ouvre la cotation pour venir faire leurs courses, comme on disait chez nous. Voilà. Et alors, je me suis inspiré un petit peu aussi d'un article que j'ai lu dernièrement, que je trouvais très bien fait, pardon, et qui expliquait cela très simplement. Donc, je vais essayer de vous résumer tout ça. Donc en fait, un bookmaker, et je vous le confirme, c'était pareil à France Paris Sportif, cherchera toujours en fait à équilibrer les mises qu'il va avoir sur un pari, voilà, afin de faire un bénéfice, peu importe le résultat. Alors là, c'est typiquement le pari parfait pour un bookmaker, que peu importe, par exemple si c'est du 1 et 2, il gagne de l'argent sur le match. Alors, en théorie, c'est simple, mais en pratique, ça l'est
beaucoup moins. Pour cela, le bookmaker, en fait, il sort les codes d'un événement en utilisant divers modèles mathématiques qui prennent, voilà, en gros en compte des statistiques, les blessures, les performances des équipes, les historiques. Mais il y a aussi quelque chose qui prend en compte, c'est le volume d'argent susceptible d'être misé. Parce que ça, il le sait, voilà, parce que il y a des matchs en fait qui se ressemblent. Alors c'est peut-être compliqué à imaginer, mais voilà, il y a des matchs qui se ressemblent, des équipes de même valeur, et donc on sait qu'il va y avoir les mêmes sommes d'argent à peu près réparties sur chaque équipe. Donc c'est pour ça, hein, ils ont des modèles qui leur font ça très facilement maintenant, parce qu'ils ont une base de données assez énorme. Et le bookmaker, bien sûr, il s'assure aussi de mettre une marge et d'intégrer une marge de chaque côté pour qu'il prenne, lui, le moins de risques possible. Donc, ensuite, voilà, le bookmaker, ce qu'il va faire, c'est qu'il valide les paris sur les différents résultats possibles. Bien sûr, comme je vous ai dit, en espérant que les mises soient dans les bonnes proportions afin d'assurer un bénéfice, quel que soit le résultat final pour lui, surtout grâce aux marges imposées. Mais voilà, ça arrive hein, que le bookmaker perde de grosses sommes d'argent sur certains matchs. Je crois d'ailleurs, j'avais lu aussi que sur la remontada de Barcelone, ça avait fait très très mal aux bookmakers. Parce que apparemment pas mal de parieurs aussi aguerris y croyaient, avaient vu qu'il y avait pour eux une certaine value là-dessus. Et je pense qu'ils ont fait assez mal aux bookmakers sur ce match. Donc je vous rappelle aussi hein, que les marges pardon, sur les bookmakers en France sont beaucoup plus grandes qu'à l'étranger. C'est pour ça qu'en bookmaker Argel, il est beaucoup plus difficile d'être en positif. Donc venons-en au fait. Donc, les codes d'ouverture hein, d'un marché sont très souvent différents des codes de début de match. Et tout ça s'explique que le sport, voilà, c'est pas une science exacte, on va dire, et c'est aussi pour cette raison que vous trouverez beaucoup de bookmakers qui appliquent une marge de 10% en plus sur les cotes afin de se protéger justement des meilleurs parieurs et peut-être des éventuelles erreurs qu'ils auraient pu faire parce que leur algorithme n'est pas infaillible. Voilà, je peux vous le dire aujourd'hui. Et heureusement, sinon, moi comme d'autres parieurs, on ne pourrait pas gagner d'argent. Et un exemple simple, hein, lorsque vous voyez un match de tennis par exemple avec des cotes de 1,95, 1,95 ou 1,90, 1,90 sur le marché 1 et 2 qui va gagner le match. Voilà, vous voyez que c'est pas les codes de 2 et de 2. Voilà. Alors pourquoi les codes d'un match sont-elles plus précises à l'approche d'un coup d'envoi? Alors je vais faire un petit parallèle avec ce qu'on peut trouver en bourse et j'aime bien le faire régulièrement parce que pour moi bourse et paris sportif ça se ressemble beaucoup beaucoup, que ce soit dans l'analyse de graphique, l'analyse d'information. Donc, généralement, sur les marchés financiers, le prix en fait que vous avez d'une action reflète pleinement toute l'information disponible. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix d'une action reflète à l'instant T sa vraie valeur en ayant connaissance de toutes les infos possibles. Le marché a connaissance de toutes les infos possibles, donc la valeur de l'action, elle est vraiment normalement, on va dire, parfaite. Mais dès qu'une information supplémentaire sur une entreprise, sur l'économie mondiale arrive, vient s'ajouter à tout ça, l'action va aller soit à la hausse, soit à la baisse, suivant si c'est bon pour elle ou pas. Je prends un exemple concret, ce sera peut-être débile, mais si par exemple il y a une guerre qui se déclenche quelque part dans le monde, voilà, on va dire que les sociétés qui vendent des armes vont peut-être avoir leur action montée. Parce que voilà, les gens vont considérer qu'ils vont peut-être vendre des armes. Bon, on va dire que l'exemple n'est pas forcément très inspirant, mais voilà, en gros, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il y en a qui jouent aussi sur, c'est peut-être encore pire, sur la nourriture, le blé. Voilà, s'il y a une mauvaise météo, voilà, ils anticipent que le cours du blé va monter parce qu'il y en aura moins et que le blé va être plus cher. On va dire ça non plus, c'est pas vraiment très éthique, mais ça existe. Donc, si nous appliquons cette théorie des marchés financiers aux paris sportifs, cela signifie quoi? Cela signifie que les meilleurs parieurs sont toujours ceux qui placent leurs paris dès qu'ils voient une value, en fonction des informations qu'ils ont, telles que les blessures, les joueurs clés, des motivations, des rumeurs, et parce que ce sont des parieurs pointus, ils utilisent aussi parfois divers outils pour détecter ces cotes values le plus rapidement possible, généralement peu de temps après la sortie des cotes. Et plus ils parient des sommes importantes, plus les cotes vont naturellement s'ajuster vers un prix plus précis. C'est la même chose que pour la bourse et les actions. Alors, donc ce qui veut dire que plus le début d'un match est proche, plus le volume d'argent misé est élevé. Voilà, et ça, vous pouvez
Vous pouvez le remarquer. Alors, vous n'avez pas forcément les chiffres. Moi, je peux vous dire que c'était exactement ça. En fait, c'est bizarre parce que, par exemple, il y a beaucoup de parieurs aussi qui vont s'intéresser à un pari que 24 heures avant le match. Donc, il y a aussi le flux d'argent va aussi accélérer à ce moment-là. Et plus en fait, voilà, plus le volume d'argent misé est élevé, plus il est probable que toutes les imperfections, des informations peut-être erronées ou que les bookmakers n'avaient pas, aient été éliminées. Voilà, tout simplement. Donc, les codes du coup d'envoi d'un match, quand vous enlevez la marge du bookmaker, reflètent généralement, on va dire, la cotation vraie, on va dire, de ce match-là. C'est pour ça qu'un bookmaker prend en compte vraiment le volume d'argent misé. Et vous, parieurs, c'est plus compliqué pour vous, parieurs, de le prendre en compte, malgré que sur certains bookmakers, style Betfair aujourd'hui, vous pouvez le voir un petit peu, les volumes d'argent qui sont joués, et ça peut aussi vous aider. D'ailleurs, il y en a qui l'utilisent aussi pour voir, pour anticiper pardon, des reversements, comment on appelle ça, des reversements? Non, c'est pas des reversements. Des inversions, pardon, de tendance, voilà. Des inversions de tendance pour se positionner peut-être sur un back et puis pour après revendre en lane. Donc là, c'est peut-être un peu technique pour ceux qui ne sont pas encore vraiment dans le domaine du pari sportif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, comme vous l'avez compris, hein, il est très très rare d'obtenir des marchés parfaitement équilibrés au début, surtout de la sortie des cotes. Et donc les parieurs pros, les parieurs aguerris peuvent en profiter. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a un bookmaker qui fait ça. Betfair, et je sais que de plus en plus de personnes l'utilisent. Donc contactez-moi, hein, moi je peux vous aider si vous voulez à y avoir accès. C'est une autre planète, hein. Aujourd'hui, si vous êtes parieur débutant, voilà, ça vous paraît très très loin, mais voilà, c'est pas forcément non plus très très compliqué. Beaucoup de membres de mon club VIP aujourd'hui l'utilisent déjà avec succès. Donc je vous mettrai, hein, le lien du club sous le podcast si vous voulez nous rejoindre. Et puis, voilà, faire partie de cette communauté aujourd'hui qui, pour certains, sont sur Betfair, font du trading. On pourra faire une émission, j'aurai un invité, là je prépare ça, qui fait aussi du trading. Et vous allez voir, sportif, et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Allez, sans plus tarder, on passe au coaching de Nathan. Allez, on enchaîne avec Nathan. Bonjour Nathan. Salut. Comment vas-tu, ça va? Bah ça va et toi? Très bien, oui, merci. Donc, revenons un petit peu sur les matchs internationaux de la semaine dernière. Il me semble que tu avais regardé le groupe de la France. Donc, il y avait Luxembourg, France, Suède contre Biélorussie et Bulgarie, Pays-Bas. Alors, les résultats, la France a gagné. Ouais. La Suède aussi, 4-0, je crois. Enfin, c'est baladé. Ouais. Et les Pays-Bas ont été battus en Bulgarie. Voilà, il me semble que je t'avais dit que c'est rare que tous les favoris gagnent généralement sur la même journée. Et voilà, la Bulgarie, je m'en méfiais. Moi, j'avais dit que ça pouvait faire un match nul, hein, pour les Pays-Bas à l'extérieur. Bon, ils ont même perdu. Ils ont aussi perdu, je crois, en amical. C'était quand? Contre l'Italie, là. 2-1. Les Pays-Bas, c'est vraiment plus ce que c'était. Je pense que la Suède va finir second du groupe. La Suède, d'ailleurs, aussi en match amical, qui a été battre le Portugal 3-2, après avoir perdu, en perdant 2-0 à la mi-temps. Donc, toujours compliqué les matchs internationaux. Ouais, un petit peu, ouais. On l'avait dit. Moi, je vous avais dit, j'avais jeté mon dévolu sur un match, c'était la Pologne, Andronobet, au Monténégro. Ils ont gagné 2-1. Donc voilà, il y a des petites choses à faire, mais pour moi, il y a moins d'opportunités sur les matchs internationaux, et on l'avait dit avec Nathan, parce qu'il y a moins de stats, il y a moins d'infos, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc Nathan, retour à la Ligue 1 cette semaine. Oui, tu as jeté ton dévolu sur quel match? Sur Olympique de Marseille, c'est samedi 1er avril, Oui. Olympique Marseille contre le FC Dijon. Et Olympique de Marseille, FC Dijon, ok. Ouais. Et tu t'orientes, donc déjà donne-nous ton pari et tu vas expliquer pourquoi. Alors attention, le pari, Marseille gagne avec un but d'avance exactement, fait match nul ou perd. La cote est de 1,53. Donc redis-le bien là pour ceux qui n'ont pas compris. Marseille gagne avec un but d'avance exactement, fait match nul ou bien
perd le match. Donc en gros, ça j'adore, hein, c'est les intitulés de l'Argel. Ils ont essayé de faire ça, et quand je travaillais à France Paris Sportif, quand on a vu ça arriver, qu'il fallait vraiment écrire ça comme ça, on a tous rigolé, parce qu'on était déjà des parieurs depuis un moment, là, les coteurs, et on s'est dit, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est plus compliqué d'écrire la phrase comme ça que de mettre, par exemple, donc là, le pari, ce serait... donc en fait, Marseille, s'il gagne 2-0, ton pari est perdu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, en gros, ce pari-là, ça équivaut à Dijon. En gros, c'est quoi? C'est Dijon plus 1,5 si j'étais en Asian Handicap. Parce que s'il y a un but. Donc là, s'il y a un but, tu gagnes. Parce que Marseille, si tu as un but, tu gagnes. D'accord. S'il y a 2 buts, tu perds. Donc, c'est ça. C'est Dijon. En gros, c'est un handicap Dijon plus 1,5 en Asian Handicap. Même je suis obligé de réfléchir pour essayer de voir à quoi ça correspond. C'est pour vous dire, tellement c'est bien écrit. Donc la cote à 1,53. Ouais, pour ce pari. Ok, moi je trouve la cote ok, d'accord. Alors pourquoi tu t'orientes vers ça? Vas-y, donne-nous un peu ton explication. Alors, d'un côté, on a l'OM. Leur dernier match en championnat et à domicile, c'était contre Angers. Ils ont gagné 3-0. PSG, ils ont perdu 5-1 et Rennes gagné 2-0. Guingamp 2-0 également. D'accord. À savoir que dans 33% des cas, Marseille, ils finissent leur match par un nul 0-0 ou encore une petite victoire 1-0. Bon, ça, c'est une stat bête et méchante. Hein, d'accord. Non, mais ça rentre dans le jeu. Ouais. Ce coup-ci, Marseille, ils partent avec une difficulté. C'est 2 de leurs attaquants qui ont joué en équipe de France contre l'Espagne le 28 mars. Ouais. Ils joueront le 9 avril contre la Suède d'ailleurs. C'est 2 matchs très importants pour Dimitri Payet et Florian Thauvin. Ok. Ils ont joué combien de temps? Euh, Ils ont joué ou ils étaient remplaçants? Ou non, ils ont joué, ouais. Ils ont joué? Il me semble que Thauvin n'a pas joué, mais Ok, pour ce ok. qui est de Payet. Ok. Bon, par contre, rien de super précis. D'accord. Moi, j'imagine que l'entraîneur Rudy Garcia va éviter de les buter sur le terrain contre cette équipe de Dijon. Tu penses qu'il va pas les faire débuter? Qui va éviter les fatiguer. Donc c'est ça. Tu penses C'est qu'il... ça. C'est ça Ouais. que tu penses. Ok. Ouais, c'est bizarre. Pour moi, ils vont débuter hein, le match. Ah oui, bien sûr qu'ils. Ah oui, d'accord. Ils vont jouer, mais Ils vont jouer. il va justement, il va éviter de les fatiguer trop, ou alors eux, ils vont se fatiguer et puis après. Ah oui, d'accord. Tu estimes qu'ils vont être un peu moins frais physiquement que les Dijonnais. Physiquement, mentalement. D'accord, ouais. ok. Non, c'est intéressant ton analyse là. Par contre, il aurait fallu que j'ai le temps exact de ce qu'ils ont joué, parce que pour moi, de souvenir, je suis pas sûr que Payet et Thauvin étaient dans l'équipe qui a joué contre l'Espagne. Ouais, j'aurais dû prendre le temps. Donc ça, c'est pas bien. Il y a ça à regarder. Et pour moi, ils étaient remplaçants, donc ils seront pas très fatigués. Hein. Ça veut dire qu'ils ont joué un match, et encore, c'est contre le Luxembourg. Thauvin, pour moi, de souvenir, vu que j'ai vu le match, il ne devait pas être titulaire. Payet, ok, mais pour moi, ils vont pas être très. Au contraire, Payet, s'il a joué, ça lui fait du bien, parce qu'il a quelques kilos en trop et il doit récupérer sa forme. Donc le fait qu'il ait joué. Mais ok, vas-y. Cet argument-là, pour moi, il n'est pas forcément valable, mais vas-y. Je t'écoute. Non, mais c'est intéressant. Ouais, non, mais de l'autre côté, on a Dijon qui, depuis le début du mois de mars, on voit que l'équipe tient tête au plus grand déjà, ils lâchent rien. Ils ont perdu 1-0 contre Saint-Etienne, 1-0 contre Nice. C'est pas des équipes de bas de tableau. Dernier match à l'extérieur, c'était un partout contre les Rennais. Et le dernier match qui opposait ces 2 équipes, donc l'Olympique de Marseille contre Dijon, ça s'est fini par une victoire de Marseille 2-1. D'accord. Ok. Bon, en conclusion, comme tu me dis toujours qu'il faut que je me mette en condition et que je m'imagine le scénario du match. Alors moi je dis ça, ils sont pas forcément les parieurs à dire ça, mais moi j'estime que voilà, essaye d'imaginer le match. Comme je l'avais expliqué l'autre jour pour c'était quoi, Monténégro, Pologne. J'avais dit le Monténégrins ils sont assez techniques, je les vois peut-être marquer un but maximum. J'avais dit que la Pologne, je les vois aussi sûrement marquer au moins un but. Bon, ils en ont marqué 2, il y a eu 2-1, donc le Dronobet est passé. J'essaye toujours de m'imaginer un scénario de match. Donc vas-y, je t'écoute pour celui-là. Déjà, je vois pas un match qui débordera d'action. Ouais. Ça c'est sûr. D'un côté, on a une attaque qui est classée moyenne, donc de Dijon, et de l'autre, l'attaque de Marseille qui est 2 places au-dessus. Est-ce que Gomis sera là? Ouais. Ok, il revient. Donc dans laquelle on aura 2 joueurs.
à ne surtout pas fatiguer. Bon, ça, même si Ouais, tu n'es ouais, pas. vas-y. Voilà. Ok. Je pense qu'au pire des cas, Marseille peut trouver la finalité une fois dans le match et mettre un but, mais ça sera compliqué pour eux. Ce sera compliqué. Ça sera compliqué pour tout le monde déjà. Tu dis que ce sera compliqué d'en mettre 2. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça que tu t'en dans ce match-là. Exactement. Ok. Donc bon, j'ai pas eu beaucoup d'infos sur les joueurs de Dijon, mais on part du principe que les titulaires sont là, d'accord, parce que je sais pas. Gomis revient. Pour moi, les Marseillais, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'internationaux, ou alors il y en a, mais ils jouent pas trop, ils seront pas trop fatigués. Dijon va avoir refait aussi de l'énergie parce qu'il y a quelques équipes qui tiraient la langue, qui n'avaient pas un gros banc, donc j'estime qu'ils vont être physiquement assez au top. Ah, ça peut être un pari pas mal. Ça, ouais, je te l'accorde. Ça peut finir à 2-1 ou peut-être un nul aussi. J'ai du mal à voir Marseille mettre 3-0 ou quelque chose comme ça. 3-1 si c'est possible. Mais ouais, ça peut se tenter. Après la cote, elle est 1,53. Là, je viens de regarder un peu sur un bookmaker étranger où tu as du 1,72. Donc bon, voilà, tout le monde a compris. Si je m'orientais plutôt vers un tel pari, j'irais peut-être plutôt vers du Dijon plus 2, mais qu'aujourd'hui en Argel on ne trouve pas, autour d'une cote de 1,30 je crois, c'est quelque chose comme ça. Et pour moi ça dans un combiné ça peut être pas mal, parce que je les vois pas perdre de 3 buts. Donc ton pari, bon, pour en Argel c'est, oui, bah écoute, on peut prendre ça, mais ils se foutent un peu de notre gueule avec leur cote à 1,53 là. Bref, et why not? Écoute, tu peux rester sur ta série. Faut voir. Ça peut faire une victoire de Marseille étriquée. Ok, tu m'as convaincu à moitié. Ça peut être voilà. Moi, j'avais repéré et puis je me suis dit, j'espère que tu aurais joué ce match-là. C'était Guingamp-Caen. Je vois vraiment pas Guingamp perdre à la maison. Je les vois minimum faire un nul. La cote du draw no bet autour de 1,30, 1,35. J'estimais que c'était pas mal. Voilà, Guingamp à la maison, c'est pas trop mal. Donc, à voir tout ça, je vais essayer d'affiner mon analyse, mais je pense que moi, je vais plutôt m'orienter vers quelque chose comme ça. Donc voilà, Nathan, en espérant que tu continues sur ta belle série. On va regarder ça. Et la semaine prochaine, comme je vous dis, alors je sais pas si ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après, mais je prépare une petite émission voilà, sur soit du trading dans les paris sportifs, ou alors peut-être quelque chose au niveau des algorithmes. Voilà, dans mon club aujourd'hui, il y a quelqu'un qui utilise des algorithmes. Je lui fais un petit coucou, il se reconnaîtra. Et donc, on pourrait peut-être faire une émission là-dessus qui nous explique un petit peu ce qu'il fait. C'est très intéressant. Voilà, j'essaye de vous préparer tout ça au plus vite. Bon, merci Nathan d'avoir encore participé à l'émission. Et on vous dit, et on vous donne surtout rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Sur Radio Évasion. Grande momento da história do futebol mundial.